Second sujet, c'est le Cameroun maintenant. La campagne pour la présidentielle où se présentent 9 candidats dont le président sortant Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir pour une élection prévue le 7 octobre. C'est ouverte samedi où les 2 régions anglophones sont en proie à une crise majeure. Plusieurs meetings se sont déroulés samedi à travers le pays, dont celui en zone anglophone à Bamenda, nord-ouest du pays, du ministre de l'administration territoriale à Tanganji, en présence du premier ministre Philemon Yang, désigné chef de campagne du candidat Biya dans le nord-ouest du pays. Alors, Yohannes Sarkozy, Paul Biya brigue sa succession pour la 7e fois, il faut le dire. Il a 85 ans. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire? Il faut en rire, il faut en pleurer? Mais c'est pas les deux. Les deux. Parce que, je lui ai dit, ce monsieur-là au pouvoir, le président Biya au pouvoir avant moi, ma naissance, et vous imaginez un peu toute une génération, c'est Biya, d'accord, qu'elle a connu jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette perspective-là, le président qui annonce sur son compte Twitter que bon voilà, il brigue encore, il va encore briguer pour un certain mandat. Vraiment, je ne sais pas quel mal nous avions en Afrique. Bon, je me demande si c'est une malédiction ou bien c'est une bénédiction pour nous. C'est la Constitution qui le lui permet. Oui, mais quand même, un président qui n'arrive plus à rien gérer, qui peut passer 6 mois à l'état, qui ne connaît même pas quels sont les ministres qui sont dans son gouvernement, c'est-à-dire que c'est horrible et c'est dramatique. Bon, parfois je me dis que bon voilà, comme en Afrique, on a connu des empires, des royautés et autres, donc la transmission du pouvoir est problématique. Bon, je me dis que est-ce que la démocratie à l'occidental telle qu'on l'a vendue, est-ce que l'Afrique est prête à accepter cela ou bien va continuer avec les règnes monarchiques où quand même on sait qu'il y a un seul individu qui est au pouvoir et qui reste jusqu'à la fin de ses jours. Mais quand même le cas Biya laisse quand même beaucoup d'interrogations parce que monsieur, c'est à peu près le cas de qu'on en parlait l'autre fois, le président qui dirige en Algérie où il dirait après d'un fauteuil roulant. Mais je pense que quand même il faut qu'il y ait à un moment donné un sursaut. Aussi je me demande autour du président, est-ce qu'il n'y a pas véritablement des conseillers ou bien des gens qui pourront lui dire ok d'accord, mais monsieur le président, mais à un moment donné quand même vous pourrez quand même prendre du repos pour pouvoir jouir de votre belle retraite. On a vu ce que Obama avait dit que la fonction présidentielle c'est une fonction qui épuise beaucoup. Donc si vous arrivez comme aux États-Unis, vous avez fait 2 mandats, c'est que vraiment que vous avez véritablement travaillé, c'est que à la fin vous avez complètement épuisé. Maintenant, peut-être que dans notre cas, peut-être que dans notre cas ici en Afrique, 6 mois à l'étranger, on n'a pas besoin exactement. Donc on peut faire 36 ans, 36 ans au pouvoir. C'est-à-dire que toute une génération passe comme ça et c'est le seul individu qu'ils ont connu. Et vous voyez aujourd'hui le problème qu'il y a au nord, parce qu'il y a beaucoup de frustration dans ce pays. La partie anglophone, ça ne tient pas. Il y a des gens avec cette montée de la rébellion, des attaques un peu partout, que aujourd'hui Biya n'arrive pas à gérer. Maintenant, moi, quand je lis son message où il dit ok, d'accord, bon voilà, qu'il demande au peuple camerounais aussi bien en interne que de la diaspora, que lui, il va encore briguer pour un prochain mandat et qu'il demande que bon, ensemble, qu'ils vont construire un pays uni. Je me demande qu'est-ce qu'il met dans ce message-là. Mais moi, ça s'apparente vraiment à une véritable blague sur les tropiques, vraiment. David, peut-être ce qu'il faut retenir dans le cas de Paul Biya, c'est que est-ce qu'il brigue un mandat de trop parce que la Constitution lui permet d'être candidat? Il est très intelligent pour comprendre que même si la Constitution vous a librement ouvert les portes, il faut qu'à un moment, sous le poids de l'âge, il faut qu'à un moment faire reposer le corps. Il est très intelligent pour prendre cette décision. Oui, mais Paul Biya se repose déjà suffisamment. Oui, mais Paul Biya, c'est un cas en Afrique centrale. Et ça fait très mal que des présidents africains refusent d'être plus sages que le peu de sagesse que le bon Dieu leur a donné. C'est tellement extraordinaire
qu'un président qui n'a même plus les capacités de pouvoir diriger cherche à s'accrocher encore au pouvoir. L'histoire de Paul Biya est un peu rocambolesque parce qu'au même moment, on vous dit que le président camerounais passe plus de temps hors des frontières de son pays que dans son propre pays. Et ce président qui veut encore diriger ce pays, qu'est-ce qu'il a proposé aux Camerounais qui n'est pu faire depuis les 35 ans qu'il est resté au pouvoir. Alors, comme vous avez vu avec l'ouverture de la campagne, il n'était pas là. Il n'était pas présent. Si vous cherchez, on vous dira qu'il est allé se faire soigner. Est-ce que c'est qu'une campagne ouverte? Et donc, c'est sur Internet qu'il communique avec la population. C'est se foutre de la gueule de cette population. Et c'est aussi le moment pour les Camerounais de comprendre qu'il faut infliger il faut une défaite dans les urnes à Paul Biya pour qu'il comprenne que le pays ne lui appartient pas. S'il est resté pendant 35 années à la tête de ce pays et que le bilan qu'il a laissé n'est pas positif, vous voyez aujourd'hui, le Cameroun est divisé en deux. La partie anglophone qui est rentrée en rébellion parce que cette zone estime qu'elle qu'elle est délaissée. Et donc, la population camerounaise en a marre de ce président. C'est le moment pour que les Camerounais disent à Paul Biya, on vous a laissé gérer le pays pendant 35 ans, vous êtes fatigué, allez vous reposer en Suisse, où vous voulez, on a besoin d'alternance à la tête du pouvoir. Et ces élections vont, si déjà les conditions d'organisation sont dénoncées par l'opposition, et il faudrait que, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se passer le 7 octobre prochain, que Paul Biya rentre en retraite forcée parce que les Camerounais ont besoin qu'il parte. Alors, Paul Biya, pour lancer sa campagne, pour annoncer sa volonté de briguer un 7e mandat, avait dit qu'il a écouté les appels pressants de sa population. Alors, pourquoi voudrait-on aujourd'hui qu'il se retire? Il les a écoutés où? Le président, c'est ce qu'il a tweeté quand même. Voilà, il est devenu le Trump du continent africain. C'est-à-dire qu'il gère le pays avec son compte Twitter. Mais c'est ridicule. Bon, c'est vrai. Bon, on le voit. On aime toujours copier les modèles de l'étranger. Mais moi, je pense que c'est vraiment ridicule. Quel repère, quelle référence à la jeunesse? D'accord. Parce que le président doit être capable de présenter, d'être là et de tracer une voie. Apparemment, ça ne gêne pas les Camerounais eux-mêmes. Mais prenez les chaînes camerounaises, vous allez voir. Le président n'est jamais là. Le président... Peut-être ça ne les gêne pas beaucoup de voir le président. Non, faut pas dire ça. C'est parce que l'appareil politique mis en place par Paul Biya a verrouillé. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, moi, je pense que vraiment, c'est vraiment ahurissant pour notre continent de vivre ce genre de choses. Maintenant, côté opposition, oui, on parle du régime. Paul Biya a quand même, avec toutes ces nombreuses années au pouvoir, vous l'avez briguer, c'est énorme. Maintenant, il a la même mise sur tout ce qu'il faut. Maintenant, et l'opposition, qu'est-ce qu'elle en fait? Vous allez voir la plupart. Pourquoi on ne peut pas se mettre en front uni? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi l'opposition africaine qui aspire véritablement à arriver au pouvoir, corriger une certaine injustice, ne pourra pas se mettre en union pour pouvoir faire front aux candidats du pouvoir. Mais on voit déjà sur les têtes d'affiche beaucoup de candidats, d'accord, qui vont à ces élections. Et c'est là, je dis que, comme étant donné que les mêmes causes produisent les mêmes effets, cela fait le lit encore à M. Biya, et ne seront pas surpris sans doute que c'est le monsieur Biya qui sera encore proclamé, réélu pour un 7e mandat royalement des urnes, et que les oppositions peut-être que n'auront encore que leurs yeux pour pouvoir clamer qu'on les a encore volés. David, il y a quand même, vous avez touché, enfin je crois que c'est Younes qui a touché le point de la jeunesse. Il y a un très jeune candidat, Cabral Libi, qui a 38 ans. Alors, pour les jeunes, il y a déjà un référent là pour qu'ils peuvent voter. Bien évidemment. Mais peut-être qu'ils ne le feront même pas parce qu'ils connaissent plus Paul Biya. Non, Paul Biya a mal écrit l'histoire politique du Cameroun. C'est vrai qu'à son arrivée, après le coup d'État, etc., il portait l'espoir des Camerounais, mais très tôt, il a été
embarquer dans cette voie. Et beaucoup de Camerounais s'en prennent toujours à son épouse, Chantal, qui est toujours présente sur les grandes sphères de prise de décision politique de ce pays. C'est vrai qu'il y a un jeune qui a accepté de porter l'espoir des populations camerounaises. Mais aujourd'hui, est-ce que les résultats qui vont sortir des jeunes seront ceux qui vont véritablement être programmés? C'est ça le problème. S'il faut laisser les choses se passer dans une transparence totale, Paul Biya va être perdant dans cette élection. Maintenant, Akoli a parlé tout à l'heure de l'union de l'opposition. Oui, il faudrait cette union, mais malheureusement, le pouvoir en face dispose de tous les moyens pour casser votre union. Même si l'opposition va à ces élections en rang uni, le parti au pouvoir est capable de positionner des candidats. Voilà, des candidatures. Des figurants. Voilà, on l'a vu en RDC, on l'a vu dans d'autres pays. Et donc, pour fragiliser les voix de l'opposition et chercher à se maintenir. Alors, le jeune candidat dont vous parlez, c'est quelqu'un qui, très tôt, moi je l'ai suivi, ses discours sont des discours innovants. Et il avait eu la chance d'avoir pu toucher la sensibilité des Camerounais. Le problème... Un peu rêveur selon certaines personnes. Mais la lutte contre la corruption, c'est une gangrène qui casse l'économie de ce pays. Et quand on parle de corruption, on voit le pouvoir de Biya. Le problème d'emploi, la stabilité, la sécurité de toutes les frontières du Cameroun, le problème de l'instabilité là-bas au nord, la zone anglophone. Il a su toucher des points sensibles pour lesquels les Camerounais ont besoin d'avoir quelqu'un qui puisse véritablement les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Paul Biya, si pendant 35 ans n'a pas pu faire cela et qu'il estime qu'il lui faut encore 5 années pour 7 ans pour résoudre les problèmes des Camerounais, ça veut dire que lui-même il n'est pas conscient. Et quand on voit un président qui n'est pas présent au pays, qui ne connaît même pas les noms de ses ministres, c'est extraordinaire. Qui ne tient jamais de conseil de ministres. Et qui affirme que c'est les Camerounais qui ont rappelé et qu'il a entendu leur voix, il a écouté leur voix, mais il les a écoutés sur les réseaux sociaux. Et se moquer des Camerounais. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez, assez inhabituel et rocambolesque, c'est que pendant la campagne, il y a des meetings de candidats qui sont interdits. Par exemple, le candidat Maurice Kamto, qui devait tenir son meeting à Djola, qu'il avait quand même tenu, mais a reçu la veille une notification des autorités que le meeting n'était pas autorisé. Ça ressemble un peu. Tu as la raison. Non. Le maire disait, ou le préfet disait, que son meeting va perturber la circulation à cet endroit. Donc, ce n'est pas l'une des raisons qu'on connaît aussi dans d'autres pays aussi. Donc, je ne connais pas le nom. Non, vous savez, le pouvoir... Peut-être que le maire a eu des échos des riverains qui ont porté plainte. Oui, justement, comme on a vu aussi ici, où les gens se sont véritablement plaints. D'accord, je sais que Dimas de l'autre côté, il brûle de colère, mais tout le monde... La première heure, on va le faire. On va la faire sans lui. Donc, c'est-à-dire que, bon, voilà, le maire a véritablement écouté, d'accord, ses administrés, a estimé qu'il ne faut pas vraiment perturber l'ordre public, d'accord, la tranquillité des gens. Et en fait, on revient à la question. C'est que le pouvoir, une fois que vous l'aviez, vous utilisez tous ces attributs pour faire ce que vous voulez en faire. Parce que c'est vous qui êtes là. Vous aviez tous les canaux possibles. Et je crois que interdire un meeting ou bien... je crois même il y a un pays où où l'opposition a gagné les îles Maldives, ou bien quelque chose comme ça, 340 000 habitants. Où l'opposition, mais en pleine campagne. Les îles Maldives. Oui, les îles Maldives, oui. Et en pleine campagne, vous avez le président sortant, envoyer les gens aller tabasser ou bien tout ça. Mais c'est horrible, quoi. Donc, c'est dire que ce n'est pas vraiment ce qui se passe, d'accord, c'est un peu un phénomène qui se duplique un peu partout sur le continent et même sur nos îles connexes à l'Afrique. Donc, c'est dire que nous partageons
certaines valeurs, certaines vertus qui nous identifient, mais toutefois... C'est des valeurs négatives. Ça veut dire que quoi? Que Paul Biya a peur de certains opposants, de leur meeting? Il pourrait avoir des allures gigantesques, c'est ça? Oui, naturellement. Si vous n'aviez pas peur, ou bien s'il n'a pas peur, mais pourquoi empêcher le meeting? C'est-à-dire que ce candidat-là vient prêcher, d'accord, dans une localité, ou bien dans une zone où peut-être que, Biya risque de perdre véritablement les voix là-bas. Donc, du coup, il faudra rapidement trouver des artifices, des raisons pour pouvoir empêcher la tenue du meeting. Mais toutefois, je pense que tout ça ne fait pas quand même honneur à notre continent, à notre chère Afrique. Et je pense véritablement que peut-être la nouvelle génération qui va arriver saura quand même incarner une certaine différence dans certains choix et orientations politiques pour nous vraiment permettre au continent d'amorcer son processus de développement. Alors, la nouvelle génération, comme le dit Johannes David, c'est pas pour demain au Cameroun? Non. Techniquement, dans une première analyse, non. Mais il faut s'attendre à tout. Il va y avoir des surprises? Oui, il y a un mouvement d'alternance qui frappe un peu certains pays. Johannes parlait tout à l'heure des îles Maldives. Pour l'histoire, le président qui ne s'attendait pas. Voilà, il savait qu'il allait être réélu. Oui. Il était parti rassurant. Moi, jusqu'à hier, je suivais les informations. Mais malheureusement, c'est un petit candidat de l'opposition qui l'a battu. Et il a été surpris. Donc, le Cameroun peut traverser aussi cette phase à partir du 7 octobre. Malheureusement, la différence, c'est qu'au Cameroun, l'appareil politique de Biya est profondément assis. L'armée, l'économie, toutes les sphères de décision sont dans les mains de Biya et de ses amis. Et donc, l'opposition n'a pas tous les moyens pour pouvoir revendiquer sa victoire au cas où cette opposition verra remporter cette élection. Donc, il faut que cette opposition comprenne que... normalement, à cette élection, il devait aller en rang uni. Parce que Biya, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand monument, 35 ans au pouvoir, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Mais malheureusement, cette opposition va en rang dispersé. Ajouter à l'envie et au désir des Camerounais de proposer une alternance pour les 7 ans à venir, si les élections, je l'avais dit, se déroulent dans des conditions de fiabilité et de transparence, etc., Biya risquerait de partir par la petite porte. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais, dans leur ensemble, vous disiez tout à l'heure que les Camerounais, ça ne les gêne pas, mais ça les dérange. Ça les dérange profondément. La seule voie par laquelle ils peuvent vraiment extérioriser cette envie, c'est les urnes. Et donc, forcément que le 7 octobre risquerait fort d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire politique de ce pays, si tant est que les élections sont organisées dans les conditions qui requièrent le minimum de transparence. Que les Camerounais appliquent une faute sanction à M. Biya. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que cette élection est également marquée par une très forte présence des candidats sur les réseaux sociaux. Même Paul Biya, c'est la mode. Les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai discuté avec un diplomate ce soir. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tout bouleversé. C'est-à-dire que c'est le nouveau paradigme qui entre en jeu. Il faut forcément en tenir compte. Il faut forcément en tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez même au Togo seul, à peine il y a un événement, c'est déjà sur la toile. Ça circule un peu partout. Mais avec tout le revers qu'on a aussi. On a le revers. Non, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, il y a 5 ans. Ou par exemple, quand il y a quelque chose qui se passe dans un coin où on n'est pas informé, c'est que tout le monde, la plupart des citoyens avec leurs smartphones et autres, tout le monde est pratiquement, je ne dirais pas des journalistes, mais quand même, bon, je l'avais dit, lors d'une conférence, on m'a reproché cela, mais c'est dire que au moins, tout le monde rapporte l'information d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que les dons ont véritablement changé. Vous voulez toucher un grand public, surtout la jeunesse. La jeunesse est aujourd'hui
très branchés, très collés aux réseaux sociaux. Et on sait aujourd'hui que l'Afrique ou bien dans nos pays, la jeunesse est la couche la plus importante. Donc si vous voulez véritablement s'adresser à la jeunesse, d'accord, mieux vaut s'adresser à eux via les réseaux sociaux. Il y a même un parti au Togo que j'appelle le parti des réseaux sociaux, bon voilà, du net. Le net, bon voilà, qui a véritablement mené son lobby, sa campagne sur les réseaux sociaux, et puis finalement, et c'est après on a vu que bon voilà, le parti est né physiquement. C'est-à-dire que bon voilà, des réseaux sociaux, on peut arriver à créer également de bonnes choses. De la même façon, aussi ça donne un semblant virtuel qui n'est pas forcément bon voilà, une réalité virtuelle qui n'est pas vraiment dont l'aspect physique et pratique, d'accord. On va aller dans le même laisse sens. à mettre en parenthèse. Les Camerounais n'ont pas envie que Biya s'adresse à eux sur les réseaux sociaux en leur disant que je me présente aux prochaines élections. Les Camerounais ont envie que Biya leur dise, quand il va en Suisse, qu'il va se faire soigner, les Camerounais ont envie que Biya leur dise, je pars en Suisse pour me faire un check-in sanitaire. La question de la santé des dirigeants en Afrique est tabou. C'est ça. Le chef, on ne doit pas savoir que le chef est malade. Oui, mais à un moment, des fois, quand il meurt, c'est dans nos traditions, quand le chef meurt, on l'enterre avant de l'annoncer. C'est le chef. Il n'est pas le chef de l'État. On est dans le même schéma. C'est des gens qui sont au pouvoir le pour président vendre vitam. c'est parce qu'il n'aime pas communiquer sur leur état de santé qu'il y a ces polémiques. Et donc, tout le monde raconte ce qu'il veut. Biya, je me demande si c'est lui-même qui envoie ces tweets-là sur les réseaux sociaux. Il y a même c'est vrai qu'il a une équipe de communication qui va le faire à sa place, mais Biya a choisi le mauvais canal. Les Camerounais n'ont pas besoin de lui sur Internet. Les Camerounais s'adressent à la jeunesse. Ont besoin de le voir. La campagne est ouverte. Les électeurs ont besoin de voir le président. Ont besoin de le voir, de le toucher, de l'entendre. Voilà. Combien de Camerounais ont Internet? Combien de Camerounais ont l'électricité? Et vous savez, il y a même une menace de coupure de l'Internet parce que, vu l'allure que la campagne prend sur la toile, mais il y a des informations qui brûlent que on veut véritablement couper l'Internet. Vous voyez un peu. Les Camerounais, dans leur ensemble, n'ont pas besoin de Biya, n'ont pas besoin de sa présence sur Internet. Ils veulent le voir physiquement. Ils veulent l'écouter lors de sa campagne. Ils veulent savoir ce qui se passe autour de lui. Et donc, si, à son âge, à 85 ans, il veut faire comme les jeunes, moi je dis, il a choisi le mauvais canal. La communication digitale aujourd'hui appartient à ceux qui ont les moyens, les ressources physiques nécessaires de pouvoir le faire. Quand vous n'avez rien à dire à votre peuple, taisez-vous. Mais la bonne nouvelle, c'est vrai qu'on fera tous les reproches de situation économique morose, tout, mais tout le monde est sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a 200 francs, le premier réflexe, c'est les mégas. Même si on a mal à la tête, on ne pense pas aux parents, on pense aux mégas. Pour écrire, j'ai mal à la tête. Oui, non, c'est ce que je dis. Vous voyez, vous prenez les statuts des gens, vous allez voir que même si ils veulent manger, ils disent je mange. Ils finissent de manger, finissent de manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos habitudes. Même tu vas dans la douche, tu laisses le portable, à un moment donné, ça... C'est-à-dire que ça nous suit, David sourit parce qu'il le fait aussi. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est une utilisation extravagante que les Africains ont. Vous n'avez pas le même constat auprès des Français, même dans les autres pays. Mais j'ai vu par exemple en Chine, les gens, c'est-à-dire que vous voyez, les gens sont difficilement laisser leur téléphone à côté. Donc tout le monde est connecté. Vous voyez dans les familles, les couples aujourd'hui, pour se parler, vous voyez, madame, monsieur à côté, ils se parlent via les réseaux sociaux. En France, c'est les politiques qui utilisent plus les réseaux sociaux. Les politiques. Moi, j'ai été surpris de constater auprès des Français. Il y a des Français à qui moi j'ai appris l'utilisation des réseaux sociaux. Je vous dis une vérité. Aujourd'hui, les Français continuent pas à utiliser les SMS pour communiquer, les appels téléphoniques pour communiquer. Vous rentrez dans un ménage de Français,
peut-être c'est le petit-fils ou l'enfant qui est peut-être au primaire ou au collège ou à l'université qui utilise. Les parents, non. Mais les politiques, les grands décideurs, c'est le contraire en Afrique. Aujourd'hui, il y a une forte adhésion de la jeunesse à l'utilisation des réseaux sociaux. Ça a son côté positif comme son côté négatif. Et vous voyez même, si on prend le message du ministre de l'Éducation, à la veille de la rentrée, il a soulevé que, bon voilà, d'ici le janvier prochain, que bon voilà, que les jeunes vont pas l'impression qu'il a discalqué la décision française aussi. Bon, ça a été pris en France. Alors justement, une dernière question. Est-ce que les messages, puisqu'on souligne que les candidats utilisent abondamment les réseaux sociaux, mais est-ce que le message, puisque Johannes le soulignait, ça passe forcément comme ça devrait passer dans le contact physique? Non, les Camerounais n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour écouter, pour avoir le contenu des messages des électeurs. Oui, mais c'est-à-dire, est-ce que sur les réseaux sociaux, on peut faire décider quelqu'un de voter pour soi? En Afrique, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait une étude qui ait véritablement impacté sur cet aspect-là. Mais quand même, je pense que ça vient parce que n'oubliez pas, même si on n'a pas fait vraiment des études scientifiques, mais on sait aujourd'hui que la masse critique de la jeunesse est sur les réseaux sociaux. Donc, si j'ai un message à porter à la jeunesse, vous voyez, même au Togo, on va avec notre président de la République, tout ça, il y a, il communique sur Twitter et sur sa page. On se demande combien de personnes ont Twitter pour le suivre aussi. Bon. On va marquer la pause, hein. C'est la grande. Et puis on revient après sur le Togo.